compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Et aujourd'hui nous allons avoir exclusivement des one-shots et des one-shots pas d'imaginaire. Donc on a de la littérature blanche, de la romance, du contemporain et un tout petit peu d'historique. Et on va commencer par un livre que je n'ai physiquement pas parce que je l'ai passé à Laurine de mémoire. Donc c'est elle qui l'a chez elle. Donc c'est parti, décalage, il apparaît. Je vais donc commencer par vous parler d'Avant décembre de Johanna Marcus. Je sais pas comment ça se dit avec l'accent comme ça. Bref, vous l'avez en barre d'infos dans tous les cas, aux éditions Hachette. Le pitch de base, quel était le pitch de base de cette histoire? Bon, hein, je vous fais le laïus à chaque fois, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que c'est la dernière fois que je vous fais ce laïus, et jusqu'à nouvel ordre, le laïus vaudra, c'est-à-dire, j'ai mis 3 plombs à écrire ma chronique, donc elles sont très approximatives, un peu dégueu, mais au moins ça fait que la vidéo d'aujourd'hui qui vous présente 7 livres sera plus courte que ce qu'elle aurait été si j'avais pris des notes progressivement. En gros, le pitch de base d'Avant décembre, c'est plus ou moins le même que celui d'After d'Anatole, voilà, que je n'ai absolument pas lu, mais qui est très toxique, donc que je n'ai jamais cherché à lire, jamais voulu lire. Je ne veux pas lire un truc toxique pareil, enfin c'est non. Et du coup je me suis dit, viens, Avant décembre ça a l'air pas mal, le pitch est le même, mais ça a l'air d'être quand même fichtrement plus sain. Allons-y. Quelle bonne idée j'ai eu là. Oui, c'est ça, c'est bon. J'ai retrouvé pourquoi ça m'a fait envie, parce que clairement, le même résumé qu'After, ça devrait pas me faire envie, moi, justement. Non. Ce qui m'a fait envie, c'est qu'elle part à l'université pour la première année, et elle est... elle discute avec son copain, et en gros, son copain, il est en mode, pendant que t'es à la fac, je voudrais qu'on ait une relation ouverte, comme ça, tu peux coucher avec des gens sans attachement, moi aussi, et on n'est pas frustrés de ce côté-là, et on est toujours amoureux, on sort toujours ensemble, et on se retrouvera plus tard, mais pendant qu'on est à la fac, je voudrais une relation ouverte, quoi. Et commençons avec ce sujet. Je sais pas si c'est estimé comme étant un spoiler, mais je lui foutrais bien une paire de claques à lui. Bon après, vous vous doutez bien, c'est une romance. Les romances débutent rarement une fois que la nana est déjà en couple avec la personne, donc forcément, ce n'est pas avec lui qu'elle va se mettre en couple. Mais, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé... alors, j'ai détesté le personnage, mais j'ai aimé les sujets que ce personnage a abordés sur le tapis, sujets qui étaient très toxiques, mais l'héroïne s'en rend compte, mais les autres personnages s'en rendent compte, et agissent en fonction. C'est-à-dire que c'est pas un truc toxique normalisé. Moi, c'est ça mon problème, c'est les trucs toxiques normalisés. Si c'est toxique et qu'on fait en mode « Ah, beau vilain, c'était toxique, bah !» Là, il n'y a pas de souci, vous voyez. Et là, c'était le cas, donc ça, c'est chouette. Donc au final, c'était, comme je le disais un petit peu en intro, After en version scène, et ça on aime très très fort. C'est-à-dire que j'ai pas lu After, donc je peux pas dire dans le détail à quel point c'est proche, mais j'avais demandé un pitch de départ à Laurine, qui m'a clairement fait le même pitch qu'au début d'Avant décembre. Plus ou moins, bien sûr, mais en gros, la Sainte Nitouche, qui a jamais eu de problème, qui est toujours très bien, droite dans ses baskets, dans sa relation amoureuse, etc. Et qui va aller pour une autre relation amoureuse. Mais là pour le coup c'est l'inverse, parce que dans After, je sais pas si le premier mec avec lequel elle était sain, mais celui avec lequel elle va aller n'est pas sain. Bah là c'est l'inverse, le premier il est pas sain et elle va vers un mec sain. Vous voyez le schmilblick? Mais bref, c'était très chouette. Il y a des gens qui ont pas aimé la fin, et franchement je comprends. Mais moi j'aime bien ce genre de fin. Ça m'a un chouille frustrée de mémoire, mais après coup, je me suis dit, j'aime bien, ça change, et une fin de romance qui change, c'est pas tous les 4 matins, donc je tiens à le souligner. Vous n'aurez pas un épilogue 10 ans plus tard, ils ont 3 enfants et ils sont en train de se marier. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Par contre, ça m'a fait me demander s'il y avait une suite ou pas une suite. Je me suis dit, c'est un premier tome, c'est un tome unique. D'ailleurs, dans les commentaires Livre Addict, vous savez, quand je galère, je regarde les commentaires Livre Addict pour voir si ça me rappelle des trucs. Et dans les commentaires Livre Addict, il y a quelqu'un qui disait un truc du style, je dirais pas le tome 2 à cause de cette fin trop nulle. Mais gars, meuf, je sais pas, c'est un tome unique, enfin c'est un one shot. Sinon sur Livre Addict ça serait écrit que c'est un premier tome de série. Donc à moins que ça fasse comme Sarah J. Maas ou je ne sais qui rajoute des tomes après coup alors que c'était censé être fini. Et enfin, dernière chose sur Avant décembre, je sais pas trop si vous avez eu ce truc là, pendant votre jeunesse ou même plus tard. Mais moi, à une époque, j'ai beaucoup lu et suivi de fanfiction sur Skyblog. Sur Wattpad, sur ce que vous voulez, hein, mais moi c'était sur Skyblog. Et à l'époque où je regardais ça, c'était surtout des fanfictions qui se passaient en lycée ou en université et qui suivaient, en gros, les stars de Disney Channel. Plus ou moins. Donc l'âge d'or de Disney Channel, avec du Miley Cyrus, avec des Jonas Brothers, avec du Demi Lovato, enfin bref. Vous avez l'idée. D'ailleurs, je vous raconterai une anecdote juste après, assez croustillante et débile, mais bref.
Et du coup, en lisant avant décembre, j'ai vraiment eu cette vibe de je suis en train de lire une bonne fanfic. C'est-à-dire qu'il y en avait des bonnes, des moins bonnes. Et j'estime que dans l'échelle des livres nuls à moins nuls, voire excellents, vous avez les mauvaises fanfics, les bonnes fanfics et les bons romans. Vous voyez, la bonne fanfic est pas encore exactement un bon roman, vous voyez. Et je lui en veux pas, mais il y a ce côté un peu... c'est pas du grand art. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas supra recherché, c'est plutôt prévisible, mais c'est agréable, on se sent bien, il y a un petit côté cocooning et tout. Il y a en plus une trope dans ce bouquin de Found Family, et j'adore cette trope vraiment très très fort. Donc vraiment on s'y sent confortable, on s'y sent à l'aise. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a une espèce de vibe de bonne fanfic. Et donc cette petite anecdote croustillante sur moi, j'ai toujours été une personne excessivement naïve. Et quelqu'un avait écrit du coup un peu ce que je vous décrivais, une fanfiction. Je crois que c'était au lycée pour le coup, donc avec Miley Cyrus, avec Jonas Brothers, tout ça, des gens que je vous ai décrits, et d'autres dont j'ai pas les noms là tout de suite. Et j'ai pas compris que c'était une fiction. Je croyais que la meuf racontait vraiment des trucs qui lui étaient arrivés. Genre, Et du coup, au-delà d'y croire, parce que là, jusque-là, ça va, tu vois, t'es juste un peu naïve. Non, non, moi je suis allée l'embrouiller dans les commentaires, moi. En mode, ouais, comment on peut avoir la preuve que ce que tu dis c'est vrai et tout, je suis sûre que c'est jamais arrivé. Et t'es en mode, mais c'est faux, évidemment que c'est faux. je sais plus comment la meuf m'a répondu, mais j'étais mortifiée quand j'ai découvert que c'était des histoires inventées par quelqu'un, quoi. Enfin, logique. Je sais même pas comment ça a pu ne pas me monter au cerveau que c'est quand même sacrément improbable que la meuf raconte ses histoires, entre guillemets, en français alors qu'elle est anglaise. Enfin, alors qu'elle communique avec toutes ces stars de Disney Channel. Enfin, Voilà, la honte est présente. Maintenant, vous savez. Vous pouvez vous moquer de moi. Le prochain livre est un tout petit roman, puisqu'il s'agit de Ceci n'est pas un fait divers, de Philippe Besson aux éditions Pocket, qui nous a donc été envoyé généreusement par les éditions Pocket, évidemment. Et on l'avait pas demandé, on va pas se mentir, mais moi ça faisait un moment que je le voyais tourner. Alors, peut-être pas sur les réseaux, je sais plus où je le voyais. Peut-être sur les réseaux, mais entre guillemets, les réseaux plus adultes. Vous voyez ce que je veux dire. Il me faisait pas super envie, j'allais pas l'acheter, mais à partir du moment où on l'a reçu, j'étais en mode bon, ok, je vais clairement le lire. Il est tout petit, la thématique m'intéresse de ouf, j'ai hâte de voir ce que l'auteur en a fait, let's go. La thématique, trigger warning dans tous les sens, puisqu'il s'agit ici de féminicide, d'où le titre Ceci n'est pas un fait divers. J'ai pas envie d'en dire plus, le bouquin est tout petit. Juste un jeune homme, dont j'ai perdu le prénom, va se faire appeler par sa sœur qui va lui dire bon, elle lui dit pas comme ça bien sûr, mais je viens de voir papa tuer maman. Allez, tu me rejoins s'il te plaît? J'ai besoin d'un coup de main. Et donc, c'est cette descente aux enfers, c'est cette chute de la famille. J'ai aucune idée du nom de la famille, je pense pas qu'ils aient donné de nom exprès. De savoir en gros comment ça va se passer et à quel point c'est terrible. Parce qu'au final, les enfants viennent de perdre leur mère, mais ils y perdent aussi leur père en fait. Enfin, genre ils viennent de perdre leurs deux parents. Super! J'ai la chance de ne jamais avoir été touchée par ce genre de drame, mais je pense malheureusement que c'est plutôt réaliste. Tant dans la sidération du personnage principal quand il découvre ce qui s'est passé, en même temps, il est pas si sidéré que ça, parce que il avait déjà vu son père battre sa mère, ou en tout cas, sa soeur lui en a déjà parlé de mémoire. Parce que lui ne vivait plus chez eux, mais elle vivait encore chez eux. Je l'ai pas dit, je sais pas si c'était clair. Et du coup, ouais, cette descente aux enfers, voir à quel point c'est terrible à vivre, c'est douloureux. Franchement, les larmes aux yeux me sont venues à de multiples reprises et c'était pas évident à lire. C'est un livre qui est quand même très rapide et très facile à lire, parce que tout petit. Moi, émotionnellement parlant, ça m'a touchée, mais ça m'a pas empêché de lire. J'imagine qu'il est pas si facile à lire pour les personnes que ça toucherait. Moi, je vous l'ai dit, ça ne m'a pas gênée. D'autant plus que les chapitres étaient très courts, donc c'est pas compliqué d'enchaîner et de vraiment pas voir passer le fil des pages. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, juste je vous le recommande si le sujet vous intéresse, mais que vous n'êtes pas trop personnellement touché et affecté par ce genre d'événements qui sont dramatiques et terribles. Et qui ne sont pas juste des faits divers. Voilà, arrêtez. C'est pas ici que je vais prôner un message de paix, parce que déjà vous êtes en grosse majorité des femmes, et que les femmes qui commettent des féminicides sont extrêmement rares. Donc voilà, l'intérêt est moindre, et j'ose espérer qu'il n'y a personne ici qui bat qui que ce soit. Sur ce, livre suivant est tout aussi réjouissant, vous allez voir. Normalement, je devrais être très rapide sur ce livre. Vous avez ici présent, ou pas, Le Témoin de Joyce Orman. Je sais plus dans quelle édition, mais je vous la mets en barre d'infos. N'oubliez pas, toujours, tous les livres sont en barre d'infos. Ou presque, des fois on a la flemme, mais n'hésitez pas à nous demander en commentaire si besoin.
Alors, là, on va commencer la petite parenthèse qui aura lieu à plusieurs reprises dans cette vidéo. La petite parenthèse rentrée littéraire d'hiver. Bon, il s'est avéré que pendant un court moment dans mon magasin, je m'occupais du rayon littérature. En gros, le court moment, ça a été de octobre à janvier, février. Fin janvier. Début octobre à fin janvier, à peu près. Et pendant ce temps-là, eh bien écoutez, il y a eu la rentrée littéraire d'hiver. Quelle belle merde que tout ceci. Allez, super. Pourquoi je n'aime pas ça? Ben parce que c'est de la littérature blanche et je n'aime pas la littérature blanche. Donc vous imaginez bien, déjà ça me fait suer que chaque année, chaque été, nous on ait besoin, libraires, de lire des bouquins de la rentrée littéraire, alors que c'est même plus mon rayon et que ce ne l'était pas à l'époque où j'ai dû le faire. Mais là c'était mon rayon, pile poil au mauvais moment, lors de la rentrée littéraire d'hiver. Donc au lieu d'être en septembre, c'est en janvier qu'il y a plein de nouveautés, blablabla. Moins qu'en septembre, mais quand même. Et du coup, j'ai eu une formation pour avoir plein de synopsis de bouquins de la rentrée littéraire. Et c'était à nous de choisir un ou des bouquins pour les lire, les chroniquer, oui, non, vous savez, c'est un peu différent quand on est libraire. Mais en tout cas, faire des retours et à partir de ces retours, participer à la mise en avant de certains livres. Bon. Et il y en avait aucun qui me faisait envie de ouf. Mais j'avais pas le choix que d'en prendre au moins un ou deux, quoi. Et du coup, parmi ceux-là, il y avait le livre que je vous ai mis là, donc Le Témoin de Joyce Orwell. Et c'était nul. Je lui avais pas mis de note. Là, de toute façon, dans cet update-là et dans les suivants qui viendront, il n'y a pas de note parce que trop tard, voilà. Mais on nous a bien fait le pitch que c'était le premier roman de l'autrice, qu'elle avait déjà écrit plein de livres, mais que les livres en question, c'était de la non-fiction qu'elle avait écrit avant. Et qu'en gros, là, ce roman, c'était sur une même base que ses non-fictions, c'est-à-dire elle a fait des recherches de ouf, elle s'est présentée à des endroits spécifiques, là en l'occurrence un palais de justice, tout ça, si c'est le bon terme, je suis pas sûre, mais on va dire que oui. Et bref, et donc après avoir fait ses recherches, elle a mis ses recherches sous forme de roman. C'était pas assez mis sous forme de roman, hein. C'était chiant à crever. C'est-à-dire que la thématique globale m'intéressait, mais c'était pas romancé du tout au final. C'était genre vraiment... Le personnage principal, je n'ai aucun attachement avec, il n'a eu aucun intérêt à mes yeux, aucun intérêt. C'est-à-dire que en gros, le pitch, c'est un homme qui, je sais plus s'il vient de se faire virer ou il vient de démissionner, mais bref, il a plus de job, et il est appelé à comparaître devant la cour de justice. J'ai pas les termes techniques, mais vous avez compris. En tout cas, il est appelé pour, dans un tribunal donc, et je sais plus pourquoi, mais il est appelé. Et il a décidé qu'en gros, à partir de là, il allait se planquer dans le tribunal et qu'il n'en ressortirait plus et qu'il allait passer son temps à faire le tour des différents procès, différentes audiences, pour en gros faire son spectateur, quoi. D'où le titre Le Témoin. Et c'était chiant. C'était chiant. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il se passe des trucs et tout, qu'il y ait des retournements... Enfin, pas des retournements de situation. Ça reste de la littérature blanche. Ça reste, de mon point de vue, très souvent, pas ouf. Et pas très addictif et pas très intéressant. Donc je m'attendais pas à des plot twists. Mais je m'attendais à ce que... il y ait ne serait-ce qu'un élément perturbateur plus que ce que je viens de vous dire. Non. C'est-à-dire que le type va se planquer dans le toit, et toutes les choses qu'on va savoir en dehors des procès, c'est juste « Ah, ça fait mal au dos. Ah, c'est technique de laver ses fringues. Ah, les meufs de la cafétéria, elles se posent des questions parce que je viens tous les jours demander exactement la même bouffe. » Voilà. Et le reste, c'est les procès. Et les procès sont pas particulièrement intéressants, c'est-à-dire que une fois que t'as fait 2 procès, t'as fait plus ou moins tous les procès du bouquin. Ce qui est un petit peu relou. Vraiment. J'ai eu l'impression de tourner en rond très vite. La fin est nulle. Enfin bref. J'ai fini, j'ai fait « Ok, tout ça pour ça. Allez, next !» Super. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas saisi quel était l'intérêt de ce bouquin. Eh, c'était sympa comme update, hein. Allez, passons au livre suivant. Le suivant, techniquement parlant, je l'ai en physique. Sauf que ce que j'ai là, et je vais cacher le nom de la madame au cas où vous puissiez zoomer ou vous le voyez bien, ce que vous voyez là, c'est l'épreuve non corrigée, moche, toute blanche, alors que le livre ne ressemble pas du tout à ça en édition définitive, donc je vais me contenter de le poser sur le côté et de vous mettre la couverture là, parce que ça vaut bien plus le coup, que cette épreuve non corrigée moche. Donc il s'agit de Olympus, Texas, de Stacy Swan, aux éditions du Seuil, et sur les 3 de la rentrée littéraire d'hiver que j'ai lu, je pense que c'est celui que j'ai le plus apprécié. Voilà. Sachant que Le Témoin, c'était celui que j'avais le moins apprécié. Celui-ci, j'étais dans le vif de l'action apparemment, je lui ai mis une note. Et oui, figurez-vous que je lui ai mis 7,5 sur 10. C'est-à-dire, plus ou moins ma note de... Ouais, c'était sympa, mais
C'est pas dingo, mais c'est sympa. C'est pas dingo. Pour le pitch de celui-ci, en gros, vous faites un mash-up entre la mythologie grecque et les États-Unis. Mais genre les États-Unis, Texas profond, vous voyez. Et je crois que le pitch de départ, c'était un truc du style il va y avoir une famille qui va avoir une réunion de famille parce que le frère qui a couché avec la femme de son frère, du coup, revient au village. Et du coup ça fout le bordel parce qu'il est pas forcément pardonné par tout le monde, si tu veux. Déjà, franchement, j'ai adoré cette revisite de la mythologie parce qu'on a un peu l'habitude de revoir les visites de la mythologie de la même manière. C'est-à-dire souvent déjà en jeunesse. J'ai plein d'exemples que je peux vous donner que moi-même j'ai lus, donc voilà. En adulte, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins courant, donc c'était chouette. Et ensuite, deuxième truc intéressant dans cette revisite de la mythologie, bah c'est pas pour la énième fois Ariane. C'est pas pour la énième fois, je sais pas moi... Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de voir en mythologie? C'est pas Hadès et Perséphone. Enfin, vous l'avez. C'est pas le classico-classique Hadès et Perséphone. Parce que lui, pour le coup, c'est surtout de l'adulte qu'on voit, évidemment. Parce que c'est un peu de la dark romance en soi. C'est pas Ariane qu'on voit très souvent en jeunesse. Bref, ça change. D'ailleurs, au-delà de ça change des habitudes, moi, je n'avais pas du tout ce mythe-là en tête. Et heureusement qu'en parallèle de ça, je regardais la série Percy Jackson. Parce que, en fait, c'est ça qui m'a permis de comprendre quel personnage était quel personnage, et quel mythe on était en train de revisiter là. Et d'ailleurs, en parlant des personnages, j'ai adoré faire cette espèce de jeu de pistes, à essayer de comprendre en fonction des caractéristiques de chacun, et des relations entre chacun, qui était en fait quel dieu ou quelle déesse dans la mythologie grecque. Ça me fait rire, franchement. Et du coup, ça m'a permis de redécouvrir certaines parties de la mythologie. Par exemple, j'avais complètement oublié et zappé que Apollon et Artémis étaient frères et sœurs. Genre vraiment, ça m'était sorti du cerveau. Au fur et à mesure de ma lecture, franchement, c'était de plus en plus intéressant, de plus en plus addictif, et j'avais vraiment envie de continuer et de savoir le fin mot de cette histoire, parce que tout ça se passe en genre 6 jours, et c'est assez réduit vu tout ce qui s'y passe, et j'ai adoré. Et enfin, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu comme les 100 en version plus adulte, c'est-à-dire que j'ai eu du drama, j'ai eu du croustillant, j'ai eu du... Bref, vous avez l'idée. Du biatch à tous les sens. Vraiment, t'es là avec ton popcorn et t'es en mode allez, fight-toi, t'as vu ce qu'il t'a fait? Eh, c'est pas sympa ce qu'il t'a fait, hein. Et, et franchement, t'es là derrière en mode ok, petit plaisir coupable. Je sais que je devrais pas prendre autant de plaisir à ce que ça soit la merde dans la vie de ces gens, mais ce sont des gens fictifs. Alors c'est pas grave, j'adore. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Mais un vrai délice. Bref, si vous voulez du drama adulte, Olympus Texas, c'est peut-être un bon plan pour vous. Et enfin, dernier livre de la rentrée littéraire d'hiver. La vie heureuse de David Fuenquinos aux éditions Gallimard. Et là franchement, je vais vraiment pas grand chose avoir à vous en dire. Parce que le souci que j'ai déjà, c'est que même au niveau du pitch, c'est dur. Parce que si je vous donne jusqu'à l'élément perturbateur, je vous donne plus d'un tiers du livre qui est déjà tout petit. Donc j'ai pas très envie. Mais si je vous donne pas l'élément perturbateur, bah j'ai pas de synopsis du tout à vous donner. Allez, super. Donc... on va essayer de faire une espèce d'entre-deux où je vais pas trop détailler. C'est un monsieur qui bosse pour Decathlon à un niveau plutôt élevé, mais il n'est pas non plus chef de Decathlon. Et un beau jour, il va décider de démissionner pour partir sur un autre job avec une nana qu'il connaissait au lycée. Et ils vont partir, enfin ils vont bosser ensemble pendant un certain temps, et il va finir par aller en Corée où il va découvrir un concept assez incroyable, c'est-à-dire que tu participes à ton propre enterrement fictif. Et en gros, tu vas être mis dans un cercueil pendant un certain temps. Et apparemment, ça changerait complètement ta façon de voir la vie. Et cet homme va donc décider d'implanter ce concept en France. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Donc déjà, comme je viens de le dire, l'une des choses que j'ai à notifier, c'est que c'est très difficile de faire ce résumé. C'est très difficile de donner envie aux gens de le lire. Parce que comment tu donnes envie de le lire sans donner moins que ça, mais en même temps ça en dit déjà trop, puisqu'il y a plus d'un tiers qui est... Je pense que ce plan n'est pas du tout raccord avec le précédent pour la simple et bonne raison que j'ai dû changer plein de trucs dans mon setup, je n'avais plus de mémoire dans la carte, dans ma caméra. Super. Bref, de toute façon, je n'avais pas grand chose de plus à vous dire que ça, c'est-à-dire que le résumé est trop spoilant à l'arrière du livre, du coup quand on lit le livre on a l'impression qu'il se passe quand même
pas grand chose, il n'y a pas de grande découverte, pas grand... Voilà. En fait c'est ça qui manque. Tu vois, littérature blanche, il n'y a pas de plot twist. Il se passe rien. Tout est déjà contenu dans le résumé et en gros, t'as l'impression que le résumé c'est... c'est littéralement ça, c'est un résumé, c'est pas un synopsis. Donc ça veut dire que même la fin, vous pouvez déjà l'imaginer rien qu'avec le résumé. Je n'aime pas la littérature blanche, arrêtez de me forcer à en lire. Merci. Je crois que dans mon boulot, c'est l'un des aspects que j'aime le moins. À quoi ça sert de me forcer à lire des trucs qui de toute façon ne me plairont pas? Quel est le concept? Alors oui, on peut me citer 2-3 exemples inverses où j'ai aimé de la littérature blanche vraiment suffisamment pour dire je suis contente de l'avoir lu. Mais ça justifie pas tous ces trucs nuls. De mon point de vue en tout cas c'est nul. La seule chose qu'on peut pas lui retirer c'est que c'était fluide et que ça s'est vite lu. Voilà. Mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure des qualités qui fait envie aux gens. Enfin je sais pas, si tu veux donner à quelqu'un envie de lire un livre, c'est pas le truc le plus intéressant dans la partie positive de la vie normalement. Mais là c'est quasiment le seul truc que j'ai à vous en dire. Et on continue dans la ribambelle, j'ai pas grand chose à vous en dire mais il faut quand même que je vous le présente. Et là il faut particulièrement que je vous le présente parce que c'est un SP. C'est-à-dire que les SP que j'ai par le boulot, donc les 3 de la rentrée littéraire de tout à l'heure, fondamentalement, si j'avais voulu, j'aurais pu ne pas vous en parler. Parce que je pense que la plupart d'entre vous s'en fichent, parce que si vous me suivez, c'est pas pour la littérature blanche, clairement. Peut-être que vous en lisez quand même, mais voilà. Mais comme je fais la promesse implicite, entre guillemets, de parler de tous les livres que j'ai lus, ils sont obligés d'y passer. Celui-là, pour le coup, c'est l'un des premiers, je crois. Oh, peut-être pas premier non plus, je force. Mais c'est un des services presse, Scrinéo, que j'ai lu à l'époque où on était partenaire avec eux. Donc, Anne Frank et le loup d'Amsterdam, de Eric Simard, aux éditions Scrinéo Destinée. Là, on est sur un espèce de savant mélange entre je suis un roman fictif comme tous les romans ou presque, et je me base quand même sur des faits réels, et beaucoup même sur des faits réels, sur une personne réelle qui est Anne Frank, sur une personne réelle qui est le loup d'Amsterdam, même si je suis pas sûre qu'il était vraiment surnommé comme ça. Non, je crois que c'était pas son surnom à la personne dont est inspiré ce bon vieux loup d'Amsterdam. Mais bref, j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant. Je n'ai toujours pas réussi à lire en entier le carnet d'Anne Frank, le cahier d'Anne Frank, le journal d'Anne Frank. Oh putain, waouh. Oh la meuf elle est fatiguée. Bref, mais je pense que c'est une bonne première entrée en matière. Et ça retrace quand même les événements importants et principaux. Et ça te fait froid dans le dos quand même, parce qu'on a des points de vue du fameux loup d'Amsterdam qui font frissonner, qui font hérisser les petits poils de nos petits bras. Ce livre m'a donc fait ressentir de fortes émotions, tant d'empathie envers Anne Frank et sa famille, que d'envie de meurtre envers le loup d'Amsterdam, que j'ai détesté de toute mon âme. J'en ai appris plus du coup sur leur situation, mais comme je vous le disais, je sais pas dans quelle mesure, qu'est-ce qui était romancé, qu'est-ce qui était réel. Je pense que la bonne partie, en tout cas des lieux, des personnages, etc., était réelle. Voilà, après leur relation entre eux et tout, je sais pas trop. Faudra qu'un jour je lise le journal d'Anne Frank. Mais comme il est dans ma fameuse affiche, ça arrivera un jour ou l'autre. J'ai évidemment énormément aimé le fait qu'ils ont enrichi le texte, qu'à la fin vous avez plein de petits dossiers pour vous expliquer ce qu'il en était, de qui s'est inspiré, ce genre de choses. Donc là, pour vous donner une idée, il y a l'épilogue à la fin. Ensuite vous avez un schéma de l'annexe où c'est caché Anne Frank et sa famille. Ensuite vous avez la note de l'auteur avec des photos, etc. Et vous avez un cahier documentaire par quelqu'un d'autre que l'auteur. Donc là ça vous résume la vie d'Anne Frank, la vie de Klaus Barbie qui a inspiré donc le loup d'Amsterdam, oui c'est ça. Et enfin vous avez l'occupation allemande aux Pays-Bas qui s'explique comment ça s'est passé, etc. etc. Et la thématique n'est pas chouette, mais le livre en lui-même l'est. Et enfin, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais c'est du jeunesse, c'est écrit plutôt gros, et il est pas si épais lui en lui-même. Il fait moins de 300 pages, donc ça s'était lu très très vite. Donc, livre plaisant, pas le contenu, mais vous avez l'idée. Si vous voulez introduire la thématique à un jeune, c'est pas déconnant, franchement. Bon, vous avez dû le constater, jusque-là, niveau lecture, c'est pas fameux. C'est pas incroyable, c'est pas mirobolant, bref, utilisez les termes que vous voulez, c'est pas extraordinaire. Mais, au moment où j'ai sorti tous les romans que j'avais à vous chroniquer, j'ai fait 3 piles différentes, avec pour thématique les one-shots de non-SFFF, les one-shots de SFFF et les séries. Début, suite, fin, milieu, ce que vous voulez, série. Et du coup, c'est retrouvé dans cette petite pile de non-SFFF l'un des derniers romans que j'ai lus, et surtout le dernier Maël Dezard. Tada!
J'ai régulièrement des coups de cœur pour les livres de Maëlle Dezard et celui-ci n'a absolument pas fait exception. Donc Bretzel Break aux éditions Slalom. Un bijou ce livre, un petit bijou ce livre. Nous suivons une héroïne, Victoire, qui a un gros problème, mais dont elle a à peine conscience. Elle a un trouble de la dysmorphie. Un trouble dysmorphique. Vous avez compris. Donc ce que c'est, ça veut dire qu'elle ne se perçoit pas telle qu'elle l'est vraiment. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont une version très atténuée et très sympathique presque par rapport à elle de ce truc là, c'est-à-dire t'as l'impression que, je sais pas moi, tes bras sont trop gros, que ton ventre est pas assez plat, enfin, vous voyez, c'est vraiment l'autocritique physique terrible. Sauf que elle c'est déformé à l'extrême, c'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'au lieu d'avoir un nez de taille normale, elle a un énorme machin qui lui prend tout le visage et que tout le monde ne voit que ça, enfin c'est ce genre de choses. Vraiment, ça l'obnubile, elle ne pense qu'à ça. Et ça va la mener vers une espèce de pente de descente aux enfers. Et au bout d'un moment, longtemps malheureusement, ses parents vont capter qu'il y a un problème et vont la forcer à aller faire les vendanges. D'où les petites grappes un peu partout. Et aux vendanges, eh bien, elle va rencontrer des gens, elle va discuter avec de nouvelles personnes, il va se passer des trucs, des remises en question, peut-être une romance, plein de choses. Et c'était un vrai bijou. Bon, déjà, petite mention diversité, comme souvent avec Maëlle Dezard de toute façon. On a un père handicapé, il s'est fait amputer, je sais plus si c'est une ou deux jambes, mais il s'est fait amputer, je crois que c'est d'une jambe, mais j'ai un doute. Bref, donc on a ça d'une part, elle évidemment, elle a son dysmorphisme, son trouble dysmorphique plutôt. Bref, il y a de la diversité partout, d'ethnie aussi de mémoire, mais j'ai un doute, donc je veux pas dire de bêtises. Enfin, je suis sûre qu'il y a de la diversité d'ethnie, mais je sais plus à quel point, donc je vais pas détailler trop. Mais ça déjà, excellent bon point, bien sûr. Le pitch, bien sûr, c'est un excellent bon point. Enfin, je sais pas si vous êtes capable de m'en citer beaucoup des romans qui traitent du trouble dysmorphique, mais moi pas. Genre, vraiment pas. Alors que, à l'adolescence, on est plus ou moins tous passés par là, plus ou moins gravement, évidemment. Moi, franchement, ça va. J'ai pas l'impression d'avoir eu des problèmes trop importants avec ça. Mais je comprends que ce soit le cas et je comprends que malheureusement ça va être de plus en plus le cas avec les filtres, et c'est déjà le cas, avec les filtres, les réseaux sociaux, etc. Ce que je n'avais pas du tout à mon époque. Donc ça ne posait pas problème. Et là, évidemment, notre héroïne par exemple est obnubilée par la différence entre elle et elle avec un filtre. Je suis pas sûre si c'est sur TikTok, Insta ou encore autre chose. Mais en tout cas, ouais, elle se regarde plus qu'à travers un filtre et c'est assez terrible. D'autant plus qu'elle a des faits dans sa tête qui passe son temps à lui démonter la gueule. Voilà, à lui dire qu'elle est moche, qu'elle est affreuse, que tout le monde voit les points noirs de son nez, enfin vous avez l'idée. Ce n'est pas du tout la seule thématique importante, mais comme souvent, je peux pas vous révéler les autres parce que ça vous spoilerait, mais il y a quand même des trigger warnings. Mais en même temps, si vous êtes comme moi et que vous résistez à plus ou moins tout, les trigger warnings, vous voulez pas en entendre parler. Et ce qui est génial, et ce que je vous conseille de faire si vous êtes sensible, c'est d'aller à la fin du livre parce que les trigger warnings ont été signalé au début qu'il y en avait, et on a dit au début, allez voir page temps, c'est là que sont écrits les trigger warnings. Donc, page 293, vous avez les trigger warnings, je vous invite à aller les regarder avant d'acheter le livre, si il vous intéresse. Pour être sur un côté quand même plus positif, parce que je rappelle, ça reste un coup de cœur, nous avons d'une part la fin. Cette fin est si belle, cette fin, je l'ai adorée. Cette fin te met les larmes aux yeux, cette fin te donne envie de faire un câlin au livre. N'hésite pas à le faire d'ailleurs, parce que les livres ont besoin d'affection. Voilà. Un câlin à Maëlle Dezard au passage parce que tu te dis merci d'avoir écrit un truc pareil. Même moi, qui n'ai pas été touchée du tout par ce problème de dysmorphisme, etc., ça m'a ému moi. Et j'étais en mode, c'est un livre génial pour l'acceptation de soi, de son corps, de ce qu'on est. Donc vraiment, un bijou. Et je le conseille très vivement à tous les ados. Genre vraiment toutes et tous les ados devraient lire ce livre. Vraiment. Et puis, classico-classique, mais finissons quand même avec ça, parce que c'est important, c'est un Maëlle Dezard, évidemment que c'est drôle. Oh, je devrais faire ça sur Insta. Oh ouais. Je ferai peut-être ça. Je vais peut-être vous teaser un truc, mais je devrais taguer Maëlle Dezard et faire un réel en mode je suis un livre écrit par Maëlle Dezard, évidemment que... Alors je sais que d'ici à ce que je me secoue la nuque, j'ai failli dire la luce. Enfin, l'un comme l'autre, ça n'a aucun sens. Mais d'ici à ce que je me secoue, la traîne sera passée depuis belle lurette. Mais je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Et c'en est tout pour aujourd'hui. Bravo, vous avez survécu jusque là.
Je n'ai plus grand chose à vous dire. Je ne sais pas non plus quel emoji vous suggérer. Si, je sais. Vous allez mettre un cœur coloré. Et vous allez choisir la couleur en fonction de plusieurs choses. Vous mettez un cœur blanc si, oui, vous lisez de la littérature blanche et vous aimez ça. Et je sais pas comment vous faites, mais ok. Donc cœur blanc si vous aimez la littérature blanche. Cœur vert si vous êtes plutôt team imaginaire, mais que vous êtes là par hasard, parce qu'au final il n'y avait pas d'imaginaire du tout ici. Et vous mettez un cœur de n'importe quelle couleur, celle que vous voulez, pour dire que vous étiez ravis d'être ici, parce que vous lisez aussi de la non-SFFF. Voilà, mais que vous n'êtes pas team littérature blanche pour autant. Sur ce, des bisous, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire cœur de la couleur que vous voulez du coup. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!